Professeur Chandatome, bonjour. Bonjour. Si je vais lire votre dédicace, elle est assez singulière et parlante. À tous les enfants de la rue, de la planète, que les injustices, les égoïsmes, les haines, les défaillances, les drames et les guerres résultant des systèmes inhumains de gouvernance condamnent à l'errance, à la misère, à la souffrance et à une mort précoce. C'est une dédicace chargée de sens. Ça me permet de passer du champ sémantique de la réforme au champ lexical de la violence. Quand on vous a suivi, vous qui vous inscrivez dans une logique de réforme, justement, de progressivité dans le changement, on est en droit de vous demander quel est votre rapport à la violence. Et après cette question, une autre qui lui est connexe, est-ce qu'au vu des inégalités, de la violence des inégalités qui structurent l'ordre international actuel, est-ce qu'on n'a pas besoin de révolution dans certaines circonstances? Quel est votre rapport à la violence et est-ce qu'une révolution peut être justifiée? D'abord, c'est très important ce que vous me posez comme question. Je vais déjà vous révéler quelque chose. Je suis un produit de l'école marxiste. C'est fondamental. J'ai porté toute la culture et la pensée du droit international progressiste des années 60 et qui allait jusqu'aux années 80, et ce qui correspond à peu près 70, 80, cette décennie-là est celle de ma formation complète au plan idéologique et doctrinal, mais également de mon initiation au droit international et de ma compréhension des relations internationales, qui ne sera parfaite que lorsque j'aurai effectivement intégré le corps de la diplomatie et le champ de la pratique diplomatique. Ce que je veux vous dire, c'est assez cocasse, parce que vous parlez à un syndicaliste, je vous l'ai dit tantôt, mon enfance, mon histoire me prédestine à cela. J'arrive en France clandestinement, déjà il faut le savoir, après un long périple à travers l'Afrique, les mers, et ainsi de suite, je pense les milliards, je l'avais le métro. Ma place est absolument forcément dans une forme d'activisme social, dans une forme d'observation et d'intégration du vécu de la souffrance, de la misère d'autrui. En ligne de mire, il y a la confrontation des classes sociales, il y a la lutte de classe, pour être précis, selon le dogme traditionnel marxiste. Je ne suis pas un syndicaliste de papier ni de bureau, je suis un syndicaliste de la rue, des entreprises. Je deviens très grand syndicaliste déjà à la CGT quand je suis caissier au supermarché Carrefour, il me fera envoyer d'ailleurs pour cela. Je suis un peu parti communiste et tout. Mais je suis encore, j'estime, dans une démarche d'apprentissage et de compréhension du monde. C'est une grosse expérience de lutte. Aller à des meetings, rédiger des tracts, distribuer des journaux, crier, marcher, dormir en ayant peur que la police française va vous expulser ou que les nervis d'extrême droite vont s'attaquer à vous. Et puis, accomplir de relativement complètes et brillantes études internationales et aller cette fois-là à la rencontre de ce qui constitue, à mon sens, le premier pôle de confrontation et de polarisation de la violence dans le monde, les États-Unis. Donc j'arrive aux États-Unis, nécessité faisant loi, parce qu'en réalité, nous avons la conscience à la Sorbonne à l'époque, la pléiade d'étudiants africains
qui poursuivent des études internationales qu'il faut maîtriser la pensée anglo-saxonne. D'autant plus que nous sommes allés à La Haye, à l'académie, et le plan international, et qu'on s'est rendu compte que c'était indispensable. Mais au dernier moment, beaucoup de gens ne franchissent pas le pas parce que les États-Unis, c'est une inconnue. Mais moi, j'y vais. Et c'est là la deuxième révolution, en réalité. Je découvre un monde qui va vite, beaucoup plus vite, 10 fois plus vite que l'Europe, qui valorise effectivement la liberté des gens à faire des choses et même à dire des choses, qui d'une certaine manière livre la société à une concurrence inouïe. Tu es capable, tu arrives, tu n'es pas capable, tu restes. Je me reprojette donc en réalité dans la pensée révolutionnaire telle que je l'ai intégrée dans mes écoles, lors de mes écoles marxistes en France. Et il faut tout repenser. Il faut tout repenser parce que pour partager, pour distribuer, il faut produire. Pour critiquer, il faut déjà être compétent. Il faut être en mesure non seulement de critiquer, mais de produire des solutions. Et je comprends que c'est la démarche capitaliste par excellence. Vous pouvez proposer, vous allez monter, vous aurez les portes ouvertes. Vous ne pouvez pas, vous resterez, vous ferez la révolution dans votre chambre et à la marche. La violence est innée. Parce que la violence fait partie de l'existentialisme. L'existentialisme comprise comme la logique de l'être ou de ne pas être, de vivre ou de ne pas vivre. Vous faites violence à chaque moment, même de refuser d'aller aux toilettes quand c'est nécessaire, même de boire plus que c'est nécessaire, même de ne pas manger, même de persister à terminer un travail de lecture quand vous êtes fatigué. La plus grande des violences que j'ai jamais commise à l'égard de moi-même, décider de m'en aller à 18 ans, à 17 ans en aventure à travers le monde. C'était trop violent. Abandonné par parents, ma mère, ma mère. C'était violent. Et je continue maintenant à développer la violence contre moi-même parce que je m'interroge sur mon destin, sur ma présence dans un monde où tout n'est pas si bien en réalité. Professeur, est-ce que vous croyez donc en la violence dans la révolution? Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais vous relancer en lisant un extrait de votre ouvrage. Je vais prendre deux extraits, le premier à la page 7. L'histoire de chaque peuple a construit, à force de mutations et parfois de révolutions, voire de chamboulements et de bouleversements plus ou moins violents, plus ou moins pacifiques, les cadres référentiels des institutions politiques auxquelles il se réfère volontairement ou involontairement. Pourtant, il demeure incontestable que rien sur le long chemin de l'épanouissement des uns ou de l'asservissement des autres ne saurait s'imposer comme un acquis définitif de nature à paralyser toute nouveauté dans les exigences d'émancipation. Et le titre, c'est « Centralisme contre sécessionnistes ». Deuxième extrait, le centralisme procède d'un genre de système quasi absolutiste où l'ordre de préséance dans la détermination des besoins courants du citoyen est d'abord le produit d'une administration hautaine et condescendante, ancrée sur un pôle autocratique, dont la distanciation par rapport aux citoyens devient à terme un crime politique. Il s'agit alors d'un exécutif au sommet duquel trône un monarque qui régente, fut-il démocratiquement installé, la vie des communautés sur l'ensemble géographique constitué en État-nation. Ce système est de toute façon péremptoire tant qu'il a pour catalyseur et régulateur un seul individu constitutionnellement hyper puissant et omniprésent dans toutes les décisions qui engagent le destin des gens. Professeur, on est très heureux quand on vous lit. On sent une réflexion
qui est à la fois philosophique, mais qui est aussi empreinte d'un vécu, d'une compréhension profonde des sociétés. Et pour rester dans le champ de la violence, est-ce qu'un tel système centraliste ne produit pas de la violence? Un tel système, qu'il soit au niveau des États-nations ou au niveau international, c'est la même logique de centralisme qui est prégnante au niveau international comme au niveau local. Est-ce qu'il ne sécrète pas de la violence? Oui, mais est-ce que cette violence-là ne peut pas susciter ou justifier de la violence en retour? Je veux dire, la première violence, c'est la violence elle-même. Pourquoi? Il y a dans la notion de violence une idée d'imperfection, d'inconfort, d'incohérence, mais à la fois d'un besoin d'expression, d'éclatement, de désordre et de dysfonctionnement. Je suis devenu un pasteur de l'action sociale. Parfois, je me représente dans la situation d'un moine enfermé dans un livre de prière du matin au soir et attendant que les disciples arrivent pour que je leur dise: j'ai découvert que vous avez à la fois tous tort, mais que vous avez en même temps à la fois tous raison. Pourquoi? Simplement parce que l'histoire des grandes révolutions produit dans la démarche de ceux qui les vivent simplement en lecture à la fois une excitation, une admiration, mais aussi de la peur. Je me demande si je serai encore vivant, parce que je me suis engagé, j'étais en deuxième année à Paris. On recrutait pour aller combattre dans les rangs du MPLA en Angola. Moi qui étais très engagé dans le mouvement progressiste qui venait d'arriver en France, je me suis engagé. Mais on a dit qu'il fallait au moins ceux qui avaient une licence. Je crois que la violence est violence par essence, d'abord contre elle-même. Parce qu'elle est incapable de se déconstruire pour se comprendre. Rien dans ma réflexion à l'époque, qui était insuffisante, qui était trop jeune, ne me permettait d'entrer dans une transe qui me pousse à aller être enfant soldat en Angola, en réalité. Mais je reprends avec le temps pour me rendre compte qu'on a quand même négocié pour parvenir à tout ce qu'on a obtenu. C'est vrai, Cuba a déversé à l'époque avec la Russie. Vous savez, quand l'Angola devient indépendante, c'est sur un petit réduit comme la ville de Yaoundé, parce que le pays est occupé au nord par la CIA et Roberto Holden, plus et Mobutu, et au sud par les Chinois, et là, c'est les Chinois qui à l'époque sont des alliés américains, avec l'Afrique du Sud, l'apartheid. Mais on a négocié. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. On a créé un rapport de force qui a permis de négocier. Et c'est les Américains qui ont tué Salim, en réalité. Et lorsque l'on fait une projection complète, tiens, il fallait que toute l'Afrique se lève pour aller lutter contre l'Afrique du Sud. Aurions-nous pu
elle devient indépendante, les Noirs accèdent au pouvoir, pas parce qu'ils ont été forts, parce qu'il y a eu des négociations avec Mandela, avec des points précis. On ne sanctionnerait pas ceux qui ont collaboré avec les Blancs. On laisserait les Européens gérer le problème de l'arme nucléaire, on n'en parlerait plus. On ne parlerait pas des violateurs des sanctions des Nations Unies, ceux qui ont violé l'embargo. En conséquence, on vous laisse le pouvoir de votre pays. Un enfant qui intègre la violence brute comme une marionnette animée par un discours dont il ne maîtrise rien. Quelque chose m'a beaucoup marqué il y a 2 jours. Tout un gros jouet de ma petite fille que j'avais acheté. Quand on a ouvert, parce que c'était gâté, on a trouvé qu'à l'intérieur, il y avait juste une petite plaquette d'environ 10 cm avec des conducteurs dessus. Pour un gros truc comme ça. On se pose la question. Toutes les injustices du monde, en réalité, ne reposent-elles pas sur une toute petite clé qu'il suffit de découvrir, d'actionner et de reprogrammer? Professeur, vous êtes profondément humain. Le peu que nous connaissons de vous nous révèle que vous êtes quelqu'un qui est très marqué par la souffrance des autres. Et d'ailleurs, quand on lit la dédicace et le texte dans son entier, ce même champ lexical revient. La question qui me vient à l'esprit, qui est certes en lien avec le livre, mais dans une autre vie qui est la vôtre, est-ce que vous ne serez pas par hasard un pasteur dans le champ politique? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette humanité ou cet humanisme tonitruant une sorte de déphasage avec la violence qui est sécrétée par le champ politique? Mais je suis violent. Je suis violent parce que ma seule existence constitue une violence pour d'autres violences. Où les gens souhaitent qu'ils disparaissent. Je contrarie trop d'intérêts. Trop. Je contrarie trop d'intérêts. Personne ne m'a mandaté pour être celui qui porte tous les discours de quête, d'explication. Personne. J'ai écrit au Premier ministre du Cameroun ce matin. Je lui ai demandé de nous donner des informations. Tous les autres pays autour vaccinent contre le Covid. Nous, on ne sait pas encore quel vaccin on a. Qu'est-ce qui bloque? C'est grave. Ça peut être que les gens sont dans les arrangements financiers, combien chacun va gagner dans l'affaire. Et vous venez les bousculer. Non. Je ne comprends pas. Je ne suis pas un pasteur. Je suis un autre genre humain qui n'est pas extraordinaire parce que je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça. Je suis simplement pas perdu, mais je suis complètement construit en tant qu'individu par l'expérience de ma propre histoire et ce que je crois être en réalité
le véritable destin de l'humanité, qui doit être pacifique, qui doit être humble et qui doit accepter le partage. Si quelqu'un dit c'est pas le bonheur que d'être heureux tout seul. Déjà, je n'estime pas que je suis heureux. J'estime pas que je vis le bonheur non plus. Mais je crois que collectivement, dès que j'ai une, 2, 3 personnes, on peut être heureux. Pour la simple raison que dès que nous acceptons de partager une idée centrale selon laquelle il faut faire quelque chose pour résoudre un problème, et que nous sommes d'accord sur un constat, en réalité, nous avons commencé une démarche vers le bonheur.